Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à Tête avec Jean-Emmanuel. Aujourd'hui, on va être en tête à tête avec Sarah Martinez. C'est un plaisir de retrouver Sarah. C'est la première fois d'ailleurs que Sarah passe sur notre chaîne et c'est une première et c'est une première, j'espère, d'une série parce que Sarah est politologue, elle est prof, elle est auteure. C'est quelqu'un avec tellement de choses à raconter que ça me fait plaisir. Et aujourd'hui, je la reçois comme responsable de l'organisation du colloque dans le cadre de la semaine de lutte contre le racisme. Sarah, bonjour. Salut Pierre-Emmanuel, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va bien, ça va bien. Dans le Wow. flux, mais ça va bien. Ça un peu bousculé avec toute cette organisation, j'imagine. Oui, mais ça va bien. Tout va bien. Le colloque est là. Je suis honorée d'avoir tous les invités qu'on a, puis c'est de bon augure. Hmm. La première chose, je crois que vous avez franchi la barre du quart de siècle déjà avec cette semaine de lutte contre le racisme. Absolument. L'année dernière, c'était les 25 ans de la semaine d'action contre le racisme. Si on veut faire un petit historique, hein, Oui. tout par la genèse de la semaine d'action contre le racisme, je dirais encore un peu plus loin. Fanfan, Franz Voltaire, que sans doute tes auditeurs connaissent, Bon. avait organisé le syndicat, avait organisé en 1984 le premier colloque international sur le racisme au Québec. En tout cas, sans doute l'un des premiers qui s'appelait Ethnicité, racisme et société à l'UDM. Et donc, ça, c'était le premier. Ensuite, Alex Laurent, qui est aujourd'hui directeur général de l'École supérieure de ballet du Québec, a commencé, c'est avec lui c'est lui qui a créé la SACRE, la Semaine d'action contre le racisme, qui s'appelle aujourd'hui la Semaine d'action contre le racisme et pour l'égalité des chances, un nom qui a été changé sous la coordination de Samira Laouni. Et donc, Alex avait commencé en 99 un symposium, Le racisme comprendre pour agir. C'était parallèlement à ce qu'elle allait arriver il allait avoir une grande conférence contre le racisme à Durban en 2001 et c'était en préparation de ça qu'il avait commencé la SACRE, qui est vraiment née dans le cadre le 21 mars, c'est la journée pour l'élimination de la discrimination raciale. Et donc, la première SACRE a eu lieu du 20 au 26 mars 2000. Et puis ensuite, en plus de la Sacre, Alix, avec d'autres gens, Stanley Péan, Marie-Denise Douillon, avec qui il y avait Images interculturelles, ont commencé parallèlement à la Sacre à faire aussi une campagne d'affiches dans les métros pour susciter la discussion, puis faire pour susciter la discussion et la réflexion. Puis à un moment donné, ils faisaient des affiches dans le métro, genre Montréal, zone libre de racisme, etc. Et il a tenu de 2000 à 2010, Alix. Ensuite, il a redonné ça à Fanfan, à Franz Voltaire, qui a repris le flambeau. Et Samira Laouni a commencé à ce moment-là à participer aussi, puis à faire des colloques. Et finalement, en 2015, est devenue vraiment la coordonnatrice. Et l'année passée, pour la deuxième, pour l'année passée, pour les 25 ans, elle m'a demandé de faire le colloque. Et cette année, ça a été un super beau colloque l'année dernière, où on a honoré et réfléchi sur les questions autochtones. Et cette année, ben voilà, on y va encore plus large. Et c'est Pourquoi ça. une semaine contre le racisme? Et Seigneur, doit-on se poser cette question-là actuellement? Pourquoi? Ben parce qu'il y en a encore beaucoup. On a des gouvernements, en tout cas au provincial, qui nient. Puis là, les paroles que je dis ne concernent. Je suis complètement responsable et comment on dit ça là? Il y a une expression consacrée pour dire que, en tout cas, c'est moi la responsable de mes paroles, hein. Je parle en mon nom pour l'instant, que notre gouvernement provincial, tu l'as dit, j'ai été prof de sciences politiques, je ne le sais plus, mais j'ai enseigné la science politique pendant 20 ans au cégep, donc c'est évidemment des questions qui m'intéressent. Ça paraît, j'ai les cheveux blonds, j'ai les yeux verts, mais mon père était noir. Donc, Mais comprends. je souligne, puisque tu le dis, que Sarah a été mon mentor dans l'enseignement de la science politique, justement au Collège de Rosemont. Elle a été sans doute un de ceux, à part mes étudiants, qui a plus assisté à mes cours, mais c'est un bonheur de t'avoir. Et puis, ça a été un bonheur pour mes étudiants aussi. Je ne sais pas si tu te souviens, c'était l'année que Barack Obama est arrivé au pouvoir. Absolument.
avec une belle classe. Mais donc, pourquoi on a un gouvernement actuellement au niveau provincial qui ne reconnaît pas le racisme systémique, qui ne le reconnaissait pas en même temps, puis en tout cas, pour moi, il y a eu l'odieux de le dire en même temps qu'il y avait Joyce Echaquan qui mourait dans des conditions absolument déplorables ici au Québec, en même temps que George Floyd aux États-Unis. On en avait des exemples de racisme, on en a plein. Moi, dans les années 90, je travaillais pour un organisme qui s'appelait la LAM, la Ligue antiraciste de Montréal, puis on avait une ligne 1-800 LAM qui était partie dans les années 80. Euh, puis dans les années 90, en tout cas, j'y étais. Et déjà à cette époque-là, je me souviens, nous autres, on avait une ligne pour que les gens nous répertorient les actes racistes, etc. Et je me souviens que des skinheads appelaient puis ils me disaient, on sait où est-ce que tu habites, on va te violer, etc. Tu sais, c'était comme, il y a une époque, fin des années 80, 90, c'était très élevé à Montréal. Il y avait les skinheads qui couraient après les gens racisés près des faux électriques, puis tout ça, et contre les homosexuels aussi, etc. Donc, pourquoi une semaine d'action contre le racisme? Ben, pour sensibiliser, pour qu'on réfléchisse. Puis à l'heure actuelle, on a un retour des extrêmes droites qui s'est patiemment monté dans les 40 dernières années. On le voit bien sûr aux États-Unis, mais franchement pas juste aux États-Unis. On a un génocide à Gaza qui se passe sous nos yeux, puis dans la plus grande indifférence. Congo, qu'est-ce qui se passe au Congo? Des Absolument. millions. Et pourquoi j'ai posé la question, pourquoi une semaine contre le racisme? C'est parce que finalement, c'est une lutte qu'on mène au quotidien et aussi pour répondre à ceux qui se demandent chaque fois pourquoi une journée, pourquoi une semaine, etc. C'est parce qu'on a besoin d'attirer l'attention. On a besoin de faire une halte et de dire cette journée-là, cette semaine-là est consacrée à ce besoin de nous regarder en face et de voir à Exactement. quel point la bête, le ventre de la bête est fécond et que ça fait 25 ans qu'on fait une semaine contre le racisme à Montréal et on a encore, comme tu le soulignes, on a encore des actes qui se multiplient, mais pas à peu près. Et moi, je dis, ces colloques, Sarah, se terminent par quoi généralement? Est-ce qu'il y a des actions concrètes qui sont engagées à l'issue des colloques? En tout cas, il y a des réflexions qui sont engagées, il y a des pistes de solutions qui sont proposées. Cette année, le colloque, comment je l'ai fait, et j'espère justement que ça soit fécond puis que ça se répercute un peu partout. Euh, donc, c'est l'idée, c'est de prendre une pause, comme tu le dis. Je crois que c'est toujours important. Malheureusement, c'est encore important. Aujourd'hui, tout comme le mois de l'histoire des Noirs est nécessaire, comme que la Journée internationale des femmes est nécessaire, alors qu'on sait que les femmes se font violer, agresser, etc. constamment. On sait encore aujourd'hui, si on parle des LGBTQ aussi dans la période actuelle, qui sont encore plus victimes de violences. Puis on parlait des... Donc, on a dès qu'on est dans la réflexion, dès qu'on est En tout cas, la réflexion nous donne des outils pour agir. Pour Oui. agir. Donc, c'est ça l'idée du colloque. Et c'est cela. Ici, cette année, le colloque, c'est particulier, va finir par ce qu'on appelle l'exercice des couvertures, qui est un... Donc, comment j'ai réfléchi le colloque, on en reviendra un peu tout à l'heure, mais donc, mercredi prochain, mercredi dans 2 semaines, le 26, on va avoir une table ronde avec des gens qui sont des gens qui sont issus qui sont les descendants, si tu veux, des gens qui habitent ici depuis des millénaires. À savoir, là, on a une poète Innu, Maya Cousineau-Molène, jusqu'à quelqu'un qui est passé par le chemin Roxham en 2017. Très bien. Donc on a des gens, on a des Québécois et des Autochtones qui sont là sur ce territoire-ci depuis longtemps. Et donc, pendant 2 jours, on va réfléchir le mardi soir, le mercredi soir et le jeudi aux questions de racisme, d'exclusion, de comment ça se fait que t'es pas chez toi. On te voit comme un ennemi sur ton propre territoire. Très bien. Je pense aux jeunes racisés dans les parcs à Montréal-Nord ou un peu partout qui veulent juste aller chiller avec leurs amis puis qu'on les voit comme une menace, tu sais, etc. Donc, on va réfléchir à différentes questions là-dessus. On va voir aussi le vivre ensemble, puis tout le métissage, puis tout le, vivre ensemble qui peut être une notion des fois controversée, mais tout de même. Donc, on réfléchit à ces questions-là. Et cette année, on finit avec, avec l'idée, c'est une idée de Sabine Mondésir, que tu connais très certainement. Donc, on finit avec l'exercice des couvertures avec Marie-Émilie Lacroix, qui est une aînée Inou. Et cet exercice-là,
C'est comme, je me suis dit, pendant 2 jours, on va réfléchir, puis à la fin, ben, on va incarner ce qu'on réfléchit, parce que l'exercice des couvertures est un exercice fait avec des aînés autochtones depuis 1997, je crois, pour, euh, pour comprendre c'est quoi dans son corps et dans son cœur, j'oserais dire, la dépossession de soi, puis la dépossession de son territoire, etc. Et, euh, et donc, je crois qu'une fois qu'on comprend par l'intellect, par le cœur, par le ventre, ben, on a des outils pour agir, puis pour continuer à lutter contre, Je contre le racontais racisme. à mes auditeurs, téléspectateurs, lors d'une des émissions, euh, le fait que le racisme soit un concept relativement nouveau, si on veut, qui est arrivé avec justement la colonisation, qui est arrivé avec l'esclavage. Et je crois que souvent les gens euh, prennent le racisme comme étant seulement une question en lien avec l'esclavage. C'est vrai. Mais entre-temps, le racisme, c'est quand même, comme tu l'as souligné, s'est révélé être une bête beaucoup plus féroce et avec des tentacules beaucoup plus importantes. Tu as évoqué le fait que les Indiens, les Premières Nations, les Indiens comme les Européens les appelaient, mais les Même le mot Premières amérindien, Nations, tu sais, c'est c'était Amérique, Amerigo Vespucci, puis Indien. Donc, on a un Espagnol et Indien, les Indiens habitent en Inde. absolument. Donc, Et mais tu sais, puis donc, on peut parler tu de as un Première con, Nation. tu as un con qui voulait se rendre en Inde, qui s'est trompé de route et puis qui a décidé qu'il est quand même arrivé en Inde et que c'était des Indiens. Point barre, le problème était résolu. Donc, pour revenir plus sérieusement, Was a fake news. oui, pour revenir plus sérieusement à la question du racisme, aujourd'hui, et tu l'as souligné au début, il y a une résurgence et c'est pas trop loin de nos frontières. Est-ce que on devrait être plus inquiet au Canada? Non, mais moi, je crois qu'on doit l'être. Je crois pas que ce soit juste au sud de nos frontières. Je crois que c'est ici aussi. Le racisme est ici aussi. Les chiffres le disent. Puis le racisme systémique, c'est pas juste spectaculaire. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. C'est entre nous. Même nous, tu sais, toi, moi, on est des gens conscients, mais on peut en avoir des gestes racistes ou sexistes ou n'importe quoi, ou des réflexes dans nos têtes. Et tu sais, je parlais avec une femme que j'adore, Myrna Lashley, qui est une des spécialistes du profilage racial. Puis on discutait une fois, je l'interviewais pour le mythe de la femme noire. À l'époque, j'étais recherchiste pour Ayana Oshun. Et puis je parlais avec Myrna, puis on parlait justement de ces histoires-là. Puis elle me disait, tu sais, elle, c'est une prof de McGill, reconnue à travers le monde, une femme extraordinaire que j'adore. Puis elle dit, tu sais, Sarah, elle dit, tu sais, se retrouver, rentrer dans une boutique chez Old Renfrew ou n'importe quoi, puis que dès que tu rentres, disons que tu as une grosse sacoche, même si tu es une femme respectable et respectée comme Myrna, ben, tu vas voir que les personnes dans le magasin vont te suivre pour voir si tu voles pas. Si tu rentres dans un métro et que tu es une femme noire ou un homme noir, puis c'est un homme noir avec des locks, etc., ben, tu peux avoir des mamans ou des papas qui vont prendre leurs enfants près des blancs, par exemple, ou peu importe la couleur, qui vont prendre leurs enfants près d'eux. Comme si c'était toujours une menace. Ça, c'est des micro-agressions qui usent, donc oui, le racisme, puis là, puis on parle des Autochtones, on parle des Arabes. L'islamophobie a monté en flèche depuis le 11 septembre 2001. C'est assez extraordinaire, donc extraordinaire dans un sens catastrophique. Donc, bien sûr que oui, il faut s'inquiéter au sud de notre frontière, mais il faut s'inquiéter ici aussi. Puis il faut arrêter de croire qu'ici, l'esclavage n'a pas existé, le racisme n'existe pas. Au Québec, on est au-dessus, au Québec, on est au-dessus de toutes les sociétés mondiales, puis il n'y en a pas de racisme. Comme disait, je me souviens plus qui, euh, il n'y a pas de race, mais il y a juste les racistes qui ne le savent pas. C'est comme... Et c'est vrai, il y a une race qui est la race humaine. C'est si on veut remonter, puisque tu parlais de, loin de moi l'idée que qu'au Canada, que ça soit seulement chez le voisin, et qu'on regarde la paille dans l'œil du voisin et qu'il y a la poutre dans notre œil à nous et qu'on ne le voit pas, mais loin de moi cette idée parce que tu viens de donner une série d'exemples sur cette réalité
du racisme vécu au quotidien. Et moi, je peux te dire, pour travailler avec beaucoup d'organisations communautaires, comme tu le sais, le racisme est omniprésent. Mais ce qu'il y a, et qui pour moi est un élément essentiel, est-ce que durant les colloques, au-delà de l'identification de la bête, mais est-ce qu'on finit par mettre le doigt sur des solutions à apporter pour forcer les dirigeants politiques à apporter des solutions? Comme par exemple le fait qu'au Ben, Québec, c'est le mon souhait. racisme systémique, c'est peut-être la seule province où le racisme systémique n'est pas reconnu comme étant une réalité. C'est évidemment mon souhait le plus sincère et le plus fort et le plus viscéral que nos gouvernements et que le gouvernement québécois le reconnaissent parce que même s'il ne le reconnaît pas, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et, euh, et je crois que d'ailleurs, plein de gens, je pense à plein des panélistes qui sont là, notamment, je pense à deux jeunes autochtones, Maëlys Flamand puis Jamie Dubé-Échaquan, donc qui sont proches de Madame Échaquan, qui est morte dans des conditions absolument terribles. Oui, c'est à l'hôpital. Des claques d'en face qu'ils ont reçues quand on leur dit que ça n'existe pas. Mm. Je demande n'importe qui a été victime de discrimination quand on dit, tu sais, quand on t'entend pas puis on n'écoute pas ce que tu vis puis ce que tu es, c'est catastrophique. Donc, c'est mon vœu le plus sincère. Puis, tu sais, j'ai enseigné, je suis enseignante dans l'âme, je crois que je le serai jusqu'à ma mort. Oui, Je crois que c'est par l'éducation qu'on peut essayer de faire réfléchir les gens. Puis, les gens, en se mobilisant, et en étant éduqués, puis en réfléchissant, puis en ayant des outils pour le faire, vont pouvoir faire pression sur leur gouvernement. Donc, c'est aussi ça l'idée d'un colloque, c'est réfléchir pour avoir des outils. Puis une fois que tu as les outils, ben, tu fais pression sur les gouvernements. Les gouvernements ne changent pas pour notre bon plaisir ou pour nos beaux yeux. Les gouvernements changent à cause qu'il y a des luttes politiques qui se font. Et pour qu'elles se fassent, ben, il faut que tu aies des bons outils. Pourquoi l'éducation est tellement importante en démocratie? Ben, c'est pour pouvoir faire des choix éclairés, puis après ça, ben, lutter pour qu'il y ait plus de justice, plus de démocratie, plus que tout le monde soit inclus dans la société. C'est quoi ça, cette idée-là, où est-ce qu'il y aurait des gens qui sont... Que quelqu'un m'explique rationnellement comment quelqu'un peut être supérieur à quelqu'un d'autre. Qu'on m'explique ça rationnellement, moi. Qu'un homme peut être supérieur à une femme, qu'une personne blanche peut être supérieure à une personne noire, qu'une personne, bon, etc., etc. il y a, Ça il y a tient une, sur... il y a une logique dans la question de supériorité que j'aime. Il n'y a pas de complexe de supériorité en fait. Le complexe de supériorité est un complexe d'infériorité parce que tu te penses supérieur à quelqu'un parce que tu te sais inférieur à quelqu'un d'autre. Donc il y a une Ouais, hiérarchisation qui finalement te ramène au ridicule de la chose. Tu comprends? ouais. Quels sont les thèmes qui sont abordés cette année? OK, là, il va falloir que je regarde un peu parce que c'est c'est tellement riche. T'imagines, c'est moi qui l'a fait. Je sais. Et donc, je ne vais pas le dire le titre parce que le titre est très long et c'est voulu. J'ai fait donc Québec, territoire des Premières Nations et des Inuits depuis des millénaires, plus de 500 ans d'occupation et de présence allochtone, bilan et perspective. Donc, ce que je voulais, c'est qu'on touche justement, comme je disais tout à l'heure, aux premiers habitants qui sont là depuis longtemps, qui ont été les premiers à accueillir le monde, hein, qui ont été les premiers à accueillir des Européens, Absolument. pour parfois pour leur plus grand malheur, Pour leur aurait-on malheur. tendance à dire les plus. Et donc, on a une représentante Innu qui va être là, donc qui est une des représentantes des Premières Nations. Et comme je dis, jusqu'à Lovejoy Samavi, qui lui est passé par le chemin Roxham. Donc la première rencontre va discuter, il y a Marjorie Villefranche, que tes auditeurs doivent bien connaître aussi, et Fauniemi, deux personnes qui sont des militantes depuis toujours des droits des peuples autochtones. Ça va être aussi, il va y avoir Rulx, Léonel Jacques, qui est le directeur du CA, du syndicat, qui va faire un mot de présentation. Et il va y avoir une autre personne, sans doute, que tes auditeurs connaissent, qui est la MC, qui est ma MC que j'adore depuis 2 ans. C'est Maggie Metellus, hein, notre maîtresse de cérémonie merveilleuse. Donc, on va commencer à réfléchir à tout ça, puis au bilan de ce qu'il fait. C'est tous des gens si je pense à Marjorie puis Fauniemi, ça fait longtemps qu'ils luttent contre le racisme, qui se posent ces questions-là. Euh, je t'ai parlé des deux autres invités, donc c'est la première soirée. Ça va être le grand thème. On va discuter en gros du titre ambitieux que j'ai donné à ce colloque-là. Le lendemain,
On va avoir justement dans l'air du temps une construction de l'autre en tant que polarisation. Et là, on va avoir Leila Benadouja, qui est sociologue que tu connais sans doute, en tout cas était Oui. à Rosemont avec moi à l'époque, prof à l'Université d'Ottawa. Célia Romulus, qui est professeure à l'Institut féministe à l'École de développement international, qui va parler. Nour Simon, qui est auteur, compositeur, interprète. Et c'est une artiste en art visuel qui est elle-même dans son corps peut comprendre ces questions-là et qui est aussi une personne érudite que j'ai interviewée pour un documentaire dernièrement, super intéressant. Donc, ça va être, eux autres vont nous traiter justement de cette construction de l'autre en temps de polarisation. Quand je parle du temps de polarisation, c'est les défis actuels qu'on a, où est-ce que les gens, c'est soit que tu es d'un côté ou que tu es de l'autre, tu es avec moi ou tu es contre moi. Tu sais, la théorie la rhétorique de George Bush en 2001, ben là, elle est là. Puis il y a une polarisation, il y a une extrême droitisation aussi qui est assez dangereuse. Donc, beaucoup de gens sont exclus parce qu'ils menacent l'ordre établi. Puis quand l'ordre établi est menacé, ben, il va tout faire pour essayer de pouvoir survivre. Puis des fois, c'est pas heureux. Puis c'est pas heureux au niveau de l'exclusion de de tous ceux qui les menacent. Après ça, on va avoir une autre conférence qui est un autre panel que j'ai intitulé De trop chez soi, point d'interrogation. Et c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure avec les jeunes qui, des fois, se retrouvent dans un parc et puis qui veulent juste chiller avec leurs amis. Et à cause qu'ils sont racisés, etc., jeunes, ben, on va L'incident, le drame Freddy Villanueva. Exactement, exactement. Et donc, et d'ailleurs, Célia Bencieli Haddad est une chercheuse, puis est co-autrice d'un livre qui s'appelle Chiller à Montréal, Jeunes et espaces publics en quatre récits, qui est une des conférencières. Il va y avoir Maëlys Flamand, dont je te parlais tout à l'heure, qui est intervenante jeunesse, puis une militante pour les droits des peuples autochtones. H. Nigel Thomas, que tu connais peut-être, qui est écrivain, professeur retraité de littérature états-unienne à l'Université Laval, et, euh, et Jamie Echaquan-Dubé, dont je te parlais tout à l'heure, qui est réalisatrice et militante pour les droits des peuples autochtones. Donc, tous ces Aïe, gens-là vont nous qui parler organise d'ailleurs des soirées régulièrement, soirées de poésie. J'ai participé à l'une ou deux exactement. de ces soirées à l'Université Concordia. C'est des gens qui sont très concernés. Tes invités, évidemment, je n'en doutais pas. Euh, Brasser la cage, parce que c'est un peu 25 ans après, aussi la perspective. Brasser la cage, euh, on a l'impression que à chaque semaine contre le racisme, on y va avec la semaine, on organise la semaine, il y a des réflexions, il y a... Est-ce que c'est, entre-temps, la SAC n'est pas devenue une institution sur le long terme, c'est-à-dire que qui bouge à l'année? Est-ce que la semaine, aussi contradictoire ou que cela puisse paraître, que la semaine n'est pas en action pendant toute l'année? En tout cas, Samira Laouni, la coordonnatrice de la SACRE, travaille comme une folle à longueur d'année pour justement, pour bien rouler la machine qui est rendue, qui était partie, qui a commencé Montréal, puis là, qui est rendue au Québec, puis éventuellement, va peut-être euh, aller admirer Ouskou admirer, hein, ou qui va peut-être devenir national dans le sens canadien. Là. Avec plusieurs colloques dans différentes villes, etc. Oui. Ah ben, dans différentes villes, c'est déjà fait. Déjà maintenant, ben, des colloques, pas forcément, mais des activités, il y en a dans différentes villes du Québec. Oui. Samira a travaillé à cet égard-là depuis des années, justement pour pour que des gens. D'ailleurs, si vous, tes auditeurs, s'il y a des gens qui veulent s'inscrire, vous allez sur le site de la SACRE, sacr.ca, puis vous pouvez vous inscrire vos activités dans le calendrier de la SACRE. Et voilà, donc, oui, ça fait 26 ans, c'est la 26e édition cette année de la Sacre. Donc, c'est sur le long terme. Alex Laurent n'aurait jamais cru que ça dure aussi longtemps. Mais oui, grâce au travail acharné de Alex, de Franz Voltaire, du syndicat, de Samira Laouni, c'est un organisme qui perdure, Moi, qui est pérenne. je sais que pendant mon passage au conseil, mon long passage plutôt, au Conseil interculturel de Montréal, on a travaillé sur beaucoup de sujets brûlants touchant justement la question du profilage, l'accessibilité ou l'inaccessibilité, le plafond de verre par rapport aux communautés racisées.
Est-ce qu'on a un bilan aujourd'hui de ce qui a été fait? Parce que je sais qu'au niveau de la ville de Montréal, il y a des efforts qui avaient été engagés. Enfin, on s'était battu pour que des changements soient apportés. Je pourrais pas te dire s'il y a des bilans parce que j'ai pas fait de recherche à cet égard-là. On pourrait éventuellement, Revenir on pourrait là-dessus. regarder, mais il y a des avancées, c'est sûr. Mais rien n'est parfait, tout est perfectible, hein. Donc, il y a encore beaucoup de boulot à faire. Et voilà, donc je pourrais pas te dire s'il y a de bilan parce que je Est-ce que suis tu pas. trouves, Sarah, ça c'est l'enseignante en toi, au-delà de cette démarche pédagogique que représente la semaine d'action contre le racisme, est-ce que comme société, euh, dans les espaces d'éducation, que ce soit à l'école, que ce soit à l'université, est-ce qu'il n'y a pas là non plus, je ne dirais pas une absence, mais presque une absence de débat autour de cette réalité, autour du racisme? Est-ce qu'il ne faudrait pas, comme disait l'autre, apprendre le racisme aux enfants, apprendre le racisme à l'école? Mais moi, je crois qu'il faudrait, tu sais, dans mes fantasmes éducatifs, il faudrait qu'on ait des cours à la fois d'anatomie et de citoyenneté dès le primaire Très bien. pour comprendre nos corps et pour comprendre nos sociétés. Je crois qu'il faut absolument qu'il y ait de l'éducation à cet égard-là. Et des profs aussi, hein, des institutions Les gens scolaires en tant. formés pour ça. Absolument, parce que, tu sais, on parlait tout à l'heure, je te parlais du systémisme. Tu sais, les jeunes racisés sont. J'avais fait une conférence l'année passée en Saskatchewan, et puis j'avais des données, je ne les ai pas en tête, ça fait plus d'un an, mais les jeunes racisés sont notés plus sévèrement que leurs confrères et consoeurs de la majorité. Et pas à cause que les profs sont des méchants ou c'est des écœurants. C'est que c'est ça, le racisme systémique. C'est qu'on s'en rend pas compte, c'est là, et ça a des effets. Puis ça a des effets catastrophiques. Tu sais, je pense à la petite fille qui va être dédommagée, mais la petite fille qu'on avait, je crois que c'était en Ontario, à Toronto, qu'on avait menottée à 6 ans parce qu'elle faisait une crise dans une classe. Tu sais. C'était une petite fille noire, il va sans dire, et on l'avait menottée. L'enfant. Tu sais, c'est comme, c'est quoi ça? Je crois qu'elle va être dédommagée là. Donc, évidemment, heureusement qu'on a des recours. On est dans des sociétés démocratiques, fait qu'on a des recours, mais les recours ne sont pas toujours heureux les réponses ne nous satisfont pas toujours. Mais c'est sûr que je crois Et puis, que malgré les recours, malgré le fait que la victime aura été reconnue dans son statut de victime, etc., etc., mais pour un enfant qui a vécu cette expérience, le mal qui a été fait a déjà eu des conséquences très graves et catastrophiques, tu comprends, sur l'être humain qu'elle est dans cette société. d'où l'importance, justement, on le disait tout à l'heure, d'où l'importance de nommer les choses, de dire qu'elles existent, hein. La CAQ peut bien dire que le racisme systémique n'existe pas. Ça existe, puis ça existe dans la chair de plein de gens qui le vivent au quotidien, qui sont micro-agressés par ça au quotidien. Et c'est pour ça que, justement, d'où l'importance de l'éducation, même dans les corps professoraux, puis dans les institutions scolaires, pour qu'on le reconnaisse, qu'on le dise, qu'on le nomme, puis une fois qu'on le sait que ça existe, ben, on peut intervenir encore mieux. Mais si on est dans le déni, tant que tu es dans le déni, Ah ben oui, parce que, et on est bon les goûts. là-dedans. Le Canada est resté dans le déni de l'esclavage qui était là pendant des années, comme par exemple avant tout le scandale, alors qu'on connaissait la réalité des pensionnats et autre chose, avant le scandale, le grand boom sur l'horreur des pensionnats, c'était comme si on était incapable de comprendre le traumatisme qu'avaient vécu les Autochtones. Tu sais, cette espèce de purification, de souci de les changer complètement. Et quand tu entends des témoignages, et ça, c'est quelque chose, pendant un bon moment, chaque fois que j'écoutais, parce qu'il y a eu cette commission sur la réalité des pensionnats, et il y a ce père qui racontait euh, à un soir, son fils est venu lui dire, voilà ce qu'il vivait, et lui de dire à son fils,
j'ai vécu la même chose. C'est-à-dire l'horreur de génération en génération. Et cette mémoire-là, cette mémoire meurtrie, c'est ce que les gens ne comprennent pas par rapport à des réalités liées à des autochtones, liées à leur malheur, liées à leur douleur aujourd'hui. Et je suis content que la semaine contre le racisme euh, fait réémerger ce type de choses. Je crois que c'est fondamental. Ce que tu viens de dire, tu parles de la commission Vérité et Réconciliation. Je me C'est souviens, j'avais ça. parlé à une fait venir au cégep. Ben, j'avais fait venir Michel Odette au cégep avant qu'elle soit sénatrice, puis pour qu'elle rencontre mes étudiants. Moi, j'ai des étudiants de partout dans le monde. Je racontais l'ONU à l'ONU, hein, tu te souviens? Donc, j'avais, puis là, Michel avait amené plein de femmes autochtones, dont une aînée qui, le lendemain, j'étais allée à la commission pour aller écouter puis offrir mes respects aux peuples autochtones et aux horreurs qu'ils avaient vécues. Puis une des femmes qui était au cégep la veille m'avait dit, Sarah, elle venait de parler avec un commissaire, puis elle venait de raconter son histoire. Puis elle disait, Sarah, pour la première fois, je vais enfin pouvoir raconter à mes enfants puis à mes petits-enfants pourquoi j'ai eu des failles dans ma vie. Puis c'était tellement émouvant, puis c'était tellement important, puis c'est ça qu'il faut. Il faut qu'on les brise, ces silences-là, parce qu'ils ont des effets, puis ils ont des effets intergénérationnels. Tu parlais tout à l'heure du père puis du fils. Il y a un village, je ne me souviens plus, au Québec, parce qu'il y avait un curé euh, belge qui a à peu près agressé tout le monde dans le village, sur 3 générations, je crois. En tout cas, c'est quelque chose de complètement ahurissant. Et finalement, les autorités l'ont cru quand c'est sa nièce qui a parlé, qui était de la majorité, qui était européenne, qui a parlé des agressions qu'elle avait reçues par son oncle, que là, la question a commencé à être discutée. Mais aussi, t'as un tabou. Le tabou, si tu te fais agresser, c'est pas évident de parler. C'est pas évident de parler quand on... C'est pas évident, jamais de parler. Donc, quand les gens ont le courage de parler, Et c'est pour plusieurs choses. D'abord, il y a la honte d'en parler. OK? Ensuite, il y a comment on te voit quand tu as fini de parler. OK? Et puis, tout ce qui vient avec, c'est-à-dire que toute ta vie, tu seras vu comme une victime. Est-ce que psychologiquement, tu es prêt à faire face à cette réalité? C'est beaucoup de choses. J'espère, oui. ce que je veux dire, c'est que par contre, justement, à cause que les gens parlent plus, tu vois, depuis MeToo, tout ça, les gens parlent plus et les gens vont se dire de moins en moins, ils vont dire on n'est pas des victimes, on est des survivantes, on est des survivants. Donc, il y a un regard qui change, hein, comme l'a si bien dit Madame Pellico en France l'automne dernier, hein, pour que la honte change de camp. Les gens commencent à parler. Puis plus on parle, ben, plus on peut plus nier, moins on peut nier et plus il va y avoir des réparations possibles. Absolument. J'espère que tu vas revenir faire avec nous le bilan de ce colloque, cette 26e, je crois, semaine de lutte contre le racisme, euh, où on essaye chaque fois de dénoncer et de faire comprendre à quelqu'un à quel point la bête est là et la bête est plus que jamais dangereuse. Et nous sommes tous des citoyens et des citoyennes, puis tout le monde est ultra bienvenu, évidemment, au colloque. C'est ouvert à tout le monde, hein. C'est pas ouvert aux universitaires seulement quelque chose. C'est justement, il y a des gens de tous les horizons et tout le monde est bienvenu. Et c'est notre devoir de citoyen aussi. En tout cas, ça devrait être, je ne vais pas dire un devoir, je ne veux pas que ce soit sur une question morale ou tout, mais en tout cas, si on veut que notre société change, on est aussi bien de tous réfléchir ensemble. On est tous des humains, on est tous dotés de conscience et d'intelligence. Donc, alors, réfléchissons ensemble. Peut-être dire que la sacre, sacr.ca, colloque, vous allez pouvoir avoir la programmation du colloque. Tu pourras le mettre aussi, le lien, si tu veux, dans ton Ok. truc. Toi, bravo pour tout ce que tu fais, mon Pierre-Emmanuel. Merci beaucoup, Sarah. J'espère que tu vas revenir, pas seulement pour faire le bilan avec nous du colloque, mais aussi de temps en temps, tu vas passer nous apporter des lumières parce que Sarah est une analyste extraordinaire, une analyste politique extraordinaire. Tu passeras de temps en temps discuter d'actualité avec nous. Avec bonheur et honneur, mon cher ami. Allez, bonsoir. Ciao.